Madame, Monsieur, bonsoir. Le budget de l'État sous la loupe de nos experts ce soir. Jeudi dernier, le ministre du Budget a présenté un projet de décret visant à augmenter le budget prévu pour 2023 de 10 milliards de dirhams. Selon Fawzi El-Qja, ce crédit supplémentaire vise à atténuer la conjugaison d'une série de phénomènes d'abord internes, inflation, sécheresse et engagements sociaux du gouvernement. Et puis de l'international, la conjoncture est instable et surtout risquée. Cette rallonge budgétaire n'est pas une première pour le gouvernement Arnouch, puisque déjà en 2022, l'exécutif a puisé dans ses réserves. Alors justement, d'où provient l'argent des rallonges budgétaires? Réponse dans cette émission. Pour ce qui est de la destination de ces 10 milliards de dirhams, eh bien, notez 40% qui iront vers l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, et puis 33% pour préserver le pouvoir d'achat et 12% pour financer la feuille de route du tourisme. Jusqu'à quelle mesure 3 milliards et 300 millions de dirhams peuvent-ils contrecarrer les effets de l'inflation en dehors de la caisse de compensation ? Comment faut-il donc interpréter cette action d'urgence, on peut le dire, du gouvernement? Et j'accueille pour l'épisode de ce soir professeur Hassan Arafi, monsieur Finances publiques, professeur en finances publiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Mohamed Karaba. Bonsoir professeur Arafi. Bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Et un plaisir pour moi renouvelé de vous accueillir à chaque fois sur ce plateau. Le plaisir est toujours partagé. Barakallahu fik, un plaisir bien sûr d'accueillir sur le plateau de Questions d'Actu mon confrère, consultant géopolitique, Rachid Achachi. Bonsoir Rachid. Bonsoir et merci de l'invitation. Merci à vous. Là avec vous. Tout le plaisir est pour nous, c'est une joie. Et par Zoom, professeur Mohamed Raj qui se joint à nous depuis Casablanca. Il est économiste, ancien président de l'université de Stat et également professeur à l'ISCAE. Bonsoir professeur Raj. Merci à vous également d'être avec nous ce soir pour ce débat. Bonsoir et merci de l'invitation. Marhaba. Professeur Arafi, il y a cet article 60 de la loi organique des finances qui permet ce genre de pratique budgétaire. Que stipule cet article? Un peu de pédagogie, comme vous le savez, que j'aime bien commencer cette émission avec de la pédagogie. Merci. D'une manière nécessairement synthétique, l'article 60 de la loi organique des finances, effectivement, il prévoit que le gouvernement, en cas d'événements imprévus, imprévisibles, il peut émettre des décrets qui permettent d'additionner des crédits au budget initial. Mais ce faisant, il fait référence à l'article 70 de la Constitution. Et ça, il faut s'arrêter un petit peu là-dessus. L'article 70 de la Constitution, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce sont des mesures qui ne peuvent être faites que par une loi d'habilitation. C'est-à-dire? Une loi d'habilitation, c'est une sorte de délégation, parce qu'en principe, ce genre de mesures, au niveau du benchmarking international et le droit comparé, ce sont des mesures législatives, pas des mesures réglementaires. Ce n'est pas l'attribution du gouvernement, c'est l'attribution du Parlement. Et même dans des constitutions de l'Union européenne telles que la Suisse ou la France, il faut toujours revenir au Parlement pour qu'il puisse vous autoriser à additionner des crédits supplémentaires. Mais cela dit, ce décret proposé par le ministre du Budget va être voté. Non, il ne va pas par la suite. Je vous explique comment ça se fait. Oui. Le mécanisme, comment il est prévu dans notre système institutionnel. Le législateur marocain a permis cette possibilité, comme dans la plupart des constitutions, que pour des raisons particulières, il se peut que le Parlement délègue, c'est une sorte de chèque sur blanc qu'il donne au gouvernement afin de pouvoir s'immiscer dans la matière législative. On a déjà des exemples. La loi sur la privatisation, c'est une loi d'habilitation. Le Code général des impôts, c'est une loi d'habilitation. Et donc, c'est addition. Alors vous allez me dire, oui, cette loi d'habilitation. Parce que sans cette loi d'habilitation, le gouvernement ne peut pas émettre des décrets. C'est question constitutionnelle. Alors, cette loi d'habilitation, si on revient au texte de la loi de finances, des projets de loi de finances, il y a une leitmotiv qu'on retrouve dans chaque loi de finances. Et si vous revenez à l'article 21 du projet de loi de finances, vous allez remarquer que à chaque année, le gouvernement met une disposition sous forme d'une loi d'habilitation qui donne un chèque sur blanc au gouvernement
pour qu'il puisse émettre ce genre de texte. Parfois des choses qui passent inaperçues. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant cette rallonge budgétaire. Voilà, parce que c'est un mécanisme constitutionnel. On s'est bien penché sur la question de la loi de finances. Et donc ça, c'est un mécanisme, parce que sinon, il serait frappé d'inconstitutionnalité par le juge constitutionnel par la suite. Oui. Donc, parce que c'est une matière législative. Alors, est devenu une tradition. Donc chaque année, on voit qu'il est devenu une tradition que le gouvernement, comme vous l'avez signalé dans votre introduction, que l'année 2022 a connu des mesures pareilles. Au mois de juin, au mois d'octobre, c'est l'équivalent de 28 milliards de dirhams, c'est presque 80% de notre déficit. Et donc ce sont des mesures qui ne sont pas des mesures simples, parce qu'ils touchent automatiquement à deux grands principes de gestion des finances publiques, le principe de la sincérité des prévisions et le principe de l'équilibre financier et économique. Et donc, maintenant, la question qui se pose, peut-être nous y reviendrons par la suite, moi j'ai donné uniquement le cadrage institutionnel et juridique de cette mesure, parce que, comme je disais toujours, c'est le modèle de développement a dit que l'État fort, il réclame l'État fort, mais il n'y a pas un État fort sans Parlement fort. Et donc, que le gouvernement prenne des mesures pareilles alors que le Parlement ne le discute pas, parce que l'article 60 de la loi organique des finances, les commissions sont uniquement informées. Justement, il y a une présentation devant la commission des finances de la Chambre il est informé, des conseillers. Et donc, au niveau de benchmarking international, et si on le compare avec des traditions qui se passent dans certains pays, nous avons une loi d'habilitation comme une sorte de chèque sur blanc. Parce que dans une loi d'habilitation, il doit limiter la sphère d'intervention du gouvernement. On ne peut pas lui donner. Parce que rien n'empêche, au vu de l'article 60 aujourd'hui et l'article 21 du projet de loi de finances, que le gouvernement, il peut vous dire, je vais faire une rallonge de 100 milliards de dirhams. Juridiquement. Juridiquement, oui, mais bon, économiquement, dans les faits, c'est autre chose. on peut discuter ça par la suite. Rachid Achachi, troisième rallonge dans l'espace d'un an. Comment vous interprétez cela, vous, en tant qu'observateur de la chose publique, entre autres? Et alors, la bonne nouvelle, parce qu'on est quand même passé de 16 milliards lors de la première rallonge à 12 milliards lors de la deuxième, à 10 milliards. Donc, quand même, la tendance, elle est baissière. Peut-on espérer peut-être 8 milliards pour la prochaine rallonge? Mais plus sérieusement, au fait, toute cette logique de rallonge découle de fondements sur lesquels a été fondé le projet de loi de finances 2023, qui était au pire irréaliste ou surréaliste, au mieux trop optimiste. C'est que, souvenons-nous, dans la note de cadrage, il était question d'un taux de croissance de 4,5%. Il était question d'une récolte de 75 millions de quintaux, c'est-à-dire d'une année agricole normale, alors que tous les prémices d'une sécheresse étaient déjà établies. Et la question des hydrocarbures, c'est le prix du baril du pétrole qui a été fixé dans la note de cadrage au-dessus de $90 le baril. Or, le problème ne réside pas dans le prix du pétrole, mais dans le prix des produits dérivés du pétrole. Exact. Parce qu'effectivement, à un certain moment, on a vu le prix du baril ne pas augmenter, ou augmenter légèrement, mais le prix à la pompe augmenter grandement, tout simplement parce que la logique qui structure le prix des dérivés des produits pétroliers obéit à une logique de raffinerie. Et pas uniquement une logique de capacité ou de quantité produite de pétrole à l'échelle mondiale. Donc la crise aujourd'hui, à l'échelle énergétique mondiale, n'est pas une crise du pétrole, mais c'est une crise de raffinerie principalement. Parce que durant la période Covid, il y a beaucoup de raffineries qui ont fermé en raison de problèmes de rentabilité. À l'époque, le prix du baril avait atteint $25. Les sanctions imposées à la Russie par le monde occidental ont fait que beaucoup de raffineries présentes sur le sol européen ont été construites et élaborées pour raffiner le pétrole russe. Il ne faut pas croire qu'une raffinerie est universelle. Elle est faite pour un type de pétrole donné. Ça dépend de la quantité de soufre, de la composition chimique. Et donc la reconvertir pour un autre pétrole qui serait saoudien ou autre réclame des années de mise à niveau. Donc cette crise, tous les prémices de ce qu'on vit actuellement étaient déjà là en 2022. Et donc, quelque part, aujourd'hui, on paye le prix par ces différentes rallonges d'un manque de lecture prospective ou d'un surplus d'optimisme par rapport à l'évolution des agrégats macroéconomiques, autant marocains en interne qu'à l'échelle mondiale pour le prix de l'énergie, etc. Alors, le problème, c'est que quand on parle de rallonge, on parle de déficit budgétaire. Et quand on parle de déficit budgétaire, on parle de dette.
C'est littéralement un synonyme. On va revenir dans le détail Donc en fait, c'est de l'impôt différé, parce que les gens, des fois, entendent rallonge, ils pensent que c'est de l'argent qui est là, qui dort, qui attend d'être utilisé. Non, c'est de l'impôt différé, de l'impôt immédiat déjà, parce que ça vient des recettes fiscales, mais également de l'impôt différé, c'est-à-dire des futures recettes fiscales à qui on emprunte de l'argent, c'est-à-dire dans le futur, pour les utiliser maintenant, alors qu'il aurait été possible de faire une loi de finances rectificative. Ce qui n'a pas été fait, rapidement je termine une phrase, tout simplement parce que le message que veut envoyer le gouvernement, c'est qu'il ne veut pas revoir les objectifs qu'il s'est fixés et qu'il juge qu'ils sont encore atteignables et que quelques rallonges suffiront, ce qui est factuellement faux. Surtout pour atteindre un taux de croissance de 4%. Oui, ce qui n'est pas... Pour moins pour le taux d'inflation, et nous y arriverons, puisqu'il est en avril à 7,8%, certes, il a diminué par rapport au mois dernier, mais il reste quand même 4 fois supérieur à celui prévu dans le projet de loi de finances pour 2023. Professeur Raj, alors Rachid Achachi a soulevé un point on ne peut plus important. Et nous reviendrons bien sûr à la réforme de cette fameuse loi organique des finances avec vous aussi, Arafi, mais avant. Mohamed Raj, d'abord, quelle est la différence entre une rallonge budgétaire conséquente, 10 milliards de dirhams, et un projet ou plutôt une loi de finances rectificative, comme ce fut le cas en 2020 à cause de la Covid-19, où on a dû revoir le budget de l'État compte tenu de la conjoncture que l'on connaît. Il faut dire que la conjoncture n'est pas la même, mais elle est tout aussi difficile. Un peu légèrement moins, mais elle est difficile aujourd'hui aussi. Alors, quelle est la différence? Ou quelles sont les différences, d'ailleurs? Il n'y a pas tellement de différence, sauf si j'aborde la question sous l'angle purement politique. Une rallonge, c'est un décret adopté en conseil de gouvernement, puis après, on présente les éléments de la rallonge devant la commission des finances, puis on commence à exécuter. Par contre, une loi de finances rectificative, c'est quelque chose de politique, c'est un acte politique. Comme la loi de finances de l'année, le gouvernement est autorisé par la Constitution, mais également par la loi organique des finances, chaque fois que c'est nécessaire, de présenter une loi de finances modificative, surtout lorsque les indicateurs de base qui avaient servi à la détermination du budget de l'année ne sont plus en mesure d'être exécutés. Et si je prends le cas de l'année dernière, et cette année, je reste toujours adepte d'une loi de finances rectificative, parce que ce n'est pas un petit problème technique ou bien un trou quelque part qu'on va combler à travers un petit décret décidé par le gouvernement. Non, c'est un acte politique qui va modifier l'essentiel de la loi de finances initiale, au niveau des indicateurs de base, à savoir le PIB, le prix des pétroles, le taux d'inflation, le taux de croissance économique, qui, comme vous avez suivi à travers l'actualité, ont été tous dépassés par les événements en 2022 et sont actuellement également dépassés dans le cadre de la loi de finances 2023. Mais là où je reproche au gouvernement en tant que citoyen marocain, et comme ce gouvernement ne communique pas assez parce qu'il connaît un problème de déficit de communication, je pense que c'était une chance historique de venir devant le Parlement à travers un projet de loi de finances rectificative pour aborder toute une discussion politique avec les parlementaires du pays. Et ça aurait été une occasion d'or, à la fois au niveau de la presse, au niveau de la société civile, mais également au niveau de tous les acteurs pour engager une discussion sur l'essentiel de l'économie marocaine au titre des 5 premiers mois de l'année. Donc une loi de finances rectificative, cela suppose un acte politique qui est prévu de venir avec toutes les modifications à la fois au niveau des ressources, mais également au niveau des dépenses, mais également la révision en cas de besoin de tous les indicateurs. Et en cas de besoin, on peut aller même jusqu'à 4 lois de finances rectificatives durant une année. Malheureusement, au Maroc, il y a un problème quelque part avec la loi de finances rectificative. Ça est devenu avec le temps presque un tabou, parce qu'il faut remonter jusqu'à 1983 avec la première loi de finances rectificative à la suite du problème d'Yal le Pass. Puis, plus tard, quelques lois de finances rectificatives davantage d'ordre technique. Et vous avez la loi de finances rectificative de l'année 2020 dans le cadre de coronavirus. Oui. Donc, une loi de finances rectificative, ça suppose un projet
est repris en totalité, à la fois au niveau des ressources et au niveau des dépenses, et venir s'expliquer devant le Parlement le pourquoi de la chose et qu'est-ce que propose ce gouvernement pour dépasser, bien sûr, les difficultés de la conjoncture. Alors que maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une petite information communiquée à travers le porte-parole du gouvernement à la suite d'un conseil de gouvernement, puis après, on a appris à travers la presse que le ministre délégué était devant le Parlement à travers la commission des finances pour présenter quelques grands indicateurs. Et puis la grande inconnue concernant ce fameux décret, c'est on va financer les 10 milliards avec quoi? Justement, nous allons y arriver. Nous allons y arriver, professeur. Professeur Raj, nous allons y arriver. Je voudrais vraiment insister parce que le diable réside dans le détail ou dans les détails. Il y en a un bon paquet quand on parle de loi de finances rectificative, quand on parle de cette loi organique des finances, une loi organique des finances qui a été promulguée en 2015, n'est-ce pas, professeur Arafi, qui a déjà été appelée à être réformée. Or, force est de constater que ce n'est pas aujourd'hui une priorité. Or, parmi les priorités de cette loi de finances, ou plutôt loi organique des finances, c'est 3 objectifs. C'est la mise en œuvre des réformes structurelles nécessaires, c'est le rétablissement des équilibres macroéconomiques et financiers à travers une meilleure gouvernance, c'est la réduction des disparités sociales et sectorielles. Donc, pourquoi c'est une aussi, n'oublions pas que les lois de finances rectificatives font aussi partie de cette loi organique des finances. C'est pour ça que, effectivement, c'est une pratique que permet cette loi organique des finances. Où en est la réforme? D'accord. Je pense que les problèmes dont souffre aujourd'hui la gestion des finances publiques, moi j'impute la responsabilité au juge constitutionnel, en premier ressort, marocain. Parce que c'est une loi organique des finances qui est considérée comme la continuité de la Constitution. Et donc, je pense qu'il y a des articles à modifier dans la loi organique des finances, parmi lesquels l'article 60, qui n'est pas clair du tout. L'article 60 qui a permis cette rallonge budgétaire. Parce qu'on ne peut pas... Il y a aucune grâce à cette loi d'habilitation que vous avez citée tout à l'heure. Il n'y a aucune constitution, une loi organique ou un texte de législation financière de le monde qui donne un chèque sur blanc sans délimitation au gouvernement. Moi, je n'ai jamais lu ça quelque part. L'article 67 aussi qui légitime les taxes parafiscales, ça c'est quelque chose qu'il faut supprimer catégoriquement. Donc il y a pas mal de choses. La sincérité budgétaire et comptable. Moi, il faut parler de la crédibilité des prévisions et pas de la sincérité des prévisions. Et la sincérité des comptes. Je ne peux pas être sincère dans mes prévisions. Je dois être crédible. Donc, le choix de la terminologie, il est important. Je pense, moi aussi, j'ai lu que ça quelque part, qu'il y a des prémices de réforme. Oui. Je ne veux pas que cette prochaine réforme soit uniquement une occasion pour que le gouvernement essaie de résoudre quelques problèmes procéduriers. Mais là, on parle du rôle de l'État. Quand on parle de réforme, c'est après le discours royal du 29 juillet 2020. C'est-à-dire que, effectivement, l'État prend un nouveau rôle. Avec tout le respect à celui qui a énoncé les objectifs. Oui. C'est pas la loi organique des finances qui va vous résoudre le problème des disparités sociales. La loi organique des finances est un cadre juridique, institutionnel, qui permet la gouvernance des finances publiques. Mais la gestion économique du denier public, les structures, et comme ça, c'est un autre chantier. Ce n'est pas la loi organique. C'est un chantier budgétaire quand même. Mais quand même, parce que quand on parle de disparité sociale, vous êtes dans les structures économiques, vous n'êtes pas dans la conjoncture. La politique budgétaire, c'est une politique économique conjoncturelle. Okay. Maintenant, c'est vrai, comme on dit, lorsqu'on veut mentir, on s'abrite dans le rhétorique. Donc on ne paye pas de la taxe sur nos paroles, donc on peut dire... Mais quand on veut résoudre un problème, maintenant on a des problèmes de gouvernance budgétaire que la loi organique devrait être revue pour qu'on puisse faire asseoir les finances publiques sur de nouvelles bases, en essayant, après 8 ans ou 7 ans de pratique de la loi organique, on doit savoir où on est, qu'est-ce qu'on a réalisé. Sachant qu'il y a des mesures au niveau de la loi organique qui viennent, mais ils sont encore balbutiantes, telles que la certification de la sincérité budgétaire. Jusqu'à l'heure actuelle, même avec l'adoption de la loi organique depuis 2016, l'État trouve beaucoup de difficultés
aujourd'hui à appliquer les normes EPSAS en matière comptable. Et ça, c'est un problème qui est lié à la transparence. Moi, je veux que, dans la loi organique des finances, qu'il résulte des problèmes qui sont clairs et patents. Aujourd'hui, on parle de politique publique, qu'on n'a jamais pu évaluer, qu'on a même un département gouvernemental qui s'en charge, mais je vous le signe maintenant, jamais on peut parler des politiques publiques au Maroc, au vrai sens du terme suivant, si on ne résout pas le problème des nomenclatures fonctionnelles budgétaires. Nous sommes parmi les rares pays qu'on n'a pas un décret ou un texte qui explique ce qu'on appelle une nomenclature fonctionnelle économique. Parce que c'est la base de la configuration des politiques publiques. Et ça, c'est connu chez la Banque mondiale, chez le Fonds monétaire, etc., dans le cadre de la gestion par des politiques publiques, la gestion des données publiques sur la base. Aujourd'hui, dans la Constitution, on a politique publique, on a politique générale de gouvernement, on a l'article 75 qui parle des plans stratégiques de gouvernement, on a des substantifs et des vocables qui prêtent à équivoque et qui ne sont pas suffisamment explicites. De l'autre côté, vous n'avez pas cette articulation entre le budget et les politiques publiques. Il faut résoudre ce problème. Je pense qu'il y a des trous dans la loi organique des finances. Pour relier les politiques publiques au budget, et ça c'est un élément central dans la réforme budgétaire, il y a un maillon qui faisait cruellement défaut. C'est qu'il faut finir... L'exécution. Il faut finir de raisonner sectoriellement ou ministériellement. Chose qu'on continue à le faire jusqu'à l'heure actuelle. C'est-à-dire, si on raisonne pas... je vous dis comment. Comment alors? Je vous dis comment. Maintenant, si on raisonne, il faut raisonner par mission de l'État. Pas parce qu'il y a des missions. On dit que 2024, l'État... C'est pour l'éducation, admettons, par exemple. Alors, celui qui croit que l'éducation, c'est l'apanage exclusif du ministère de l'Éducation nationale, a tort. À quoi sert une école dans une zone excentrée alors qu'il n'y a pas les pistes rurales qui ramènent à l'école? Et voilà la mission. Quand on dit mission, par exemple, de renforcement de la scolarisation dans le monde rural, il y a tout ce qui concerne l'enfant doit entrer en ligne. Et c'est là on raisonne en mission. On a recopié tout de la France, sachant que la France n'est pas un bon exemple en matière de gouvernance budgétaire dans les pays de l'OCDE. On a tout recopié, sauf cet élément. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a toujours le risque de la cohésion gouvernementale. Parce que lorsqu'on parle de mission, on oublie les secteurs, on oublie les ministères. Est-ce que vous êtes ministère délégué, ministère, secrétariat d'État? On raisonne, on dit, voilà les données publiques, l'État marocain, et là, 20 missions au cours de l'année 2020. Il y a la mission numéro 17, il y a 5 départements qui s'en chargent. Le chef de file, c'est le ministère X, par exemple. Et on raisonne de cette façon. On est incapable de raisonner de cette façon. Et toute la réforme qui était source d'inspiration du Maroc, qui est la réforme, parce qu'on a ramené les Français pour réfléchir là-dessus. Donc, la première des choses, vous savez, en France, pourquoi on appelle la Constitution financière? La loi organique en France, on l'appelle aujourd'hui Constitution financière. Ce n'est pas parce que c'est une loi organique, parce que la France avait depuis toujours une loi organique, l'ordonnance de 1972, parce que le processus à travers lequel la loi de finances a été adoptée, la loi de finances s'est fait plébisciter par les deux chambres françaises. Ce sont les parlementaires qui ont écrit la loi organique des finances. Ce n'était pas une loi comme les autres. Et c'est pour cela qu'on l'a appelée Constitution financière. Nos amis ici, j'ai remarqué qu'ils l'appellent la Constitution financière marocaine. Non, monsieur. Nous avons une loi technique. Très bien. Qui ne dépasse guère ce qui est législatif. Alors aujourd'hui, je pense que on n'a pas suffisamment de temps pour peut-être on réservera sur la réforme budgétaire. Mais votre question, elle est très très pertinente. Aujourd'hui, si on a des maux de tête, c'est l'estomac on a des problèmes digestifs dans l'estomac. Et donc même si vous prenez des antalgiques, vous risquez d'empirer l'état de votre estomac. Donc, il faut aller dans la cause causante. Aujourd'hui, la gouvernance budgétaire exige de poser les bonnes questions sur la loi organique des finances. Vous savez, vous avez évoqué l'exemple de la France. Il y a Michel Bouvier, qui est directeur de la Revue française des finances publiques, qui avait dit que le monde est dans le brouillard en matière de gouvernance des finances publiques et ne peut continuer à bricoler.
Ça rejoint ce que vous venez de dire. Parce que là, est-ce que, quand on parle, Rachida Chahachi, de 3,3 milliards pour l'inflation et soutenir le pouvoir d'achat, déjà, lutter contre l'inflation est une chose, soutenir le pouvoir d'achat en est une autre. Tout à fait. Cela ne prête-il pas à confusion quand même, quand on annonce 33% de ces 10 milliards qui vont aller pour l'inflation? Est-ce qu'on parle de la caisse de compensation selon vous? Alors, il y a différents éléments. Alors, ça pourrait relever d'une cohérence si on communiquait bien autour et si on inscrivait dans une stratégie globale. Car effectivement, quand il y a une inflation, il y a une hausse généralisée des prix qui s'inscrit dans la durée, mais qui correspond comme corollaire à une baisse du pouvoir d'achat. Et donc, on peut agir à deux niveaux. Ou bien freiner la hausse des prix, soit fiscalement, exonération de la TVA pour les intrants dans le secteur agroalimentaire, ou bien baisse de la TVA dans tel ou tel secteur. Ça permet de réduire un peu en agissant sur la structure des prix. Mais on peut agir également sur l'effet de l'inflation, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des ménages, soit par l'inflation, par la caisse de compensation effectivement, comme c'est le cas pour le butane, pour différents produits subventionnés par l'État, ou bien par une aide directe aux ménages, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, ou bien par une aide aux transporteurs, c'est-à-dire au secteur du transport, afin qu'ils ne répercutent pas la hausse des hydrocarbures sur le consommateur, avec une efficacité toute relative. Premièrement, parce que l'unique secteur dans le transport où l'on a vu effectivement qu'il n'y a pas eu une hausse des prix, c'est au niveau des taxis globalement, des trains, etc. Mais pour tout ce qui est transport de marchandises, il n'y a pas eu d'audit ou d'analyse détaillée pour voir dans quelle mesure ça n'a pas impacté le prix des légumes, des différents produits transportés. Et donc on continue d'octroyer une aide aux transporteurs, mais sans avoir fait le bilan de l'impact de cette aide par rapport à la structure du prix final que va supporter le consommateur. Alors, il y a un autre levier de lutte contre l'inflation, mais qui est dans le budget qui va être alloué à l'ONE, c'est la question du maintien des tarifs d'eau et d'électricité au même niveau. D'où les 4 milliards pour l'ONE. Alors, d'où les 4 milliards par une logique de compensation. C'est que lors de la précédente rallonge, l'ONE avait déjà reçu par rapport à cette logique-là, et aujourd'hui, c'est plutôt pour le contrat avec l'État sur les prochaines années. Donc, effectivement, indirectement, c'est ça. C'est pour maintenir les prix de l'eau et l'électricité à un niveau stable, ce qui est salutaire, ça, il faut le saluer. Parce que tous les gouvernements n'ont pas fait la même chose. Il y a la France qui a tenté pendant une période de le faire. Le Maroc l'a maintenu, donc notre facture n'a pas bougé. Dans certains pays, elle a été multipliée par 5, par 10. Il y a même des faillites d'entreprises parce que la facture a été exorbitante. Même il y a eu le scandale des boulangers, voilà, exactement, en France. Les boulangers qui utilisent des fours, et donc ça consomme énormément. Ça n'a pas été le cas au Maroc. Donc le problème, et là je rejoins parfaitement... Mais est-ce que, pardon, vous m'interpellez sur une question justement. Est-ce que le fait que la tarification... Vous avez dit tout à l'heure que si on a mal à la tête, c'est peut-être à cause de l'estomac ou des reins. Mais la tarification pose problème aussi. Parce que c'est la même tarification et pour le producteur et pour le consommateur. Mais oui, mais comme disait... Donc pour le producteur qui en tire des bénéfices, il paye la même chose. Alors, il y a un problème quelque part là-dessus. Et du coup, c'est l'État qui vient aussi subventionner quelqu'un qui crée de la richesse et de la valeur à travers l'utilisation de ces taux subventionnés. Non, on est d'accord. C'est-à-dire la logique, c'est l'État qui prend la différence. C'est une forme de bouclier tarifaire. C'est-à-dire l'ONE paye un tarif, puis le consommateur paye un tarif. Et la différence par rapport au prix réel qui aurait dû être affiché dans les factures, c'est l'État qui prend en charge la différence. C'est une logique de compensation qu'on a aujourd'hui au niveau de l'électricité. Oui, mais la logique de compensation, quand elle va vers le ménage marocain. Oui. Mais quand elle va vers quelqu'un qui crée de la valeur, un producteur, créer de la valeur, ça veut pas dire qu'il est rentable. Industriel ou agricole. Non, ça ne veut pas dire qu'il est rentable, peut-être qu'il est en difficulté. On a quand même un nombre de faillites extrêmement important. Ces gens-là créent des emplois. C'est-à-dire si jamais l'État venait à livrer le tissu économique marocain au prix réel, ça serait une hécatombe au niveau des entreprises. C'est-à-dire on n'a pas les moyens de supporter tout cela. Mais le problème n'est pas là. Le problème, Serraj a parfaitement raison quand il dit que la loi rectificative est un acte politique, mais c'est un acte politique effectivement qui peut être courageux. C'est-à-dire si le gouvernement venait et disait devant les élus et devant le peuple, écoutez, on est en crise, notre projet de loi de finances a été fondé sur une lecture prospective qui, malheureusement, ne s'est pas confirmée. Il est temps de revoir à la baisse nos objectifs. Et désormais, voilà la nouvelle loi de finances. Ça aurait été applaudi des mains et des pieds. Oui, mais ça aurait donné raison à l'opposition. Parce que ce sont les partis de l'opposition sur ce même plateau qui ont appelé, il y a quelques mois déjà, à une loi de finances rectificative. Mais est-ce qu'on travaille pour l'intérêt général et de tous les citoyens marocains? On est dans des petits calculs boutiquiers, politiques, de réélection, etc. C'est l'un ou l'autre. On ne peut pas jouer sur les deux. Et puis l'opposition au Maroc, enfin, je suis désolé, quand on voit la carte électorale au Maroc, ça me fait penser à la phrase de Staline qui disait « Le pape, combien de divisions ?» Je veux dire, elle est minoritaire. Je veux dire, effectivement, sur le plan rhétorique, d'accord, elle a gagné, mais sur le plan national, la majorité,
aurait fait preuve de courage. C'est toujours pas trop tard de le faire. Mais ça relève d'une question de cohérence qui relève également d'une question de crédibilité de la majorité qui se doit d'être honnête en temps de crise et qui peut compter sur tous les Marocains dans la mesure où le gouvernement sera honnête avec les Marocains. Mais là, parce que rien ne peut interdire une future rallonge à nouveau. Donc effectivement, le contexte international ne va pas s'améliorer. Il n'y a rien qui puisse permettre de l'entrevoir. Au contraire, on est peut-être devant une future crise monétaire et financière internationale. On a vu déjà des craquements au niveau des petites banques américaines avec la SVB, la Signature Bank, et même en Europe avec le Crédit Suisse, etc., et même en Allemagne. Et donc, effectivement, on est dans un schéma de crise de brouillard généralisé. Et ben, autant assumer le fait qu'on est en crise et d'arrêter de s'accrocher à des objectifs illusoires, que sont ceux de 4,5 ou 4% de taux de croissance économique, et d'une inflation qui va descendre, nous dit-on, à 2% en 2024. Il ne faut pas rêver, on est entré dans un cycle inflationniste. On n'est pas dans une inflation conjoncturelle. Voilà, de cycles de longue durée qui durent entre 2 et 3 décennies. Et on ne rêve même plus de stagflation, parce que c'est une autre histoire, puisqu'on ne crée pas de valeur pour le moment. Exactement. Professeur Raj, bon, on est dans ce brouillard. Il y a une question qui se pose et s'impose par rapport à cette rallonge budgétaire. On a parlé à quoi serviront ces 10 milliards. Alors, il y a 1,2 milliard pour le tourisme. Grande question mark. Pourquoi ? Nous y reviendrons. Mais d'où vient l'argent ? L'argent, oui. Il n'est signalé nulle part, mais à la lecture de quelques documents officiels émanant de la Trésorerie générale du Royaume concernant les recettes fiscales du mois de mars, mais également le mois d'avril, l'État a enregistré quelques plus-values fiscales, essentiellement en matière de TVA, parce que tout simplement, c'est une taxe qui est calculée au taux proportionnel sur les prix. Et comme les prix ont beaucoup augmenté, ça a permis à une augmentation de la recette fiscale de la TVA. C'est-à-dire, en d'autres termes, la TVA s'alimente de la hausse des prix et la hausse des prix, à son tour, alimente l'inflation. Donc, à quelque chose, malheur est bon. Donc, il y a beaucoup de points négatifs, mais il ne demeure pas moins qu'il y a un point positif au niveau de la recette fiscale, grâce à la technique de calcul de la TVA, on a pu enregistrer des recettes supplémentaires par rapport aux prévisions telles qu'elles figurent dans le budget 2023. Donc, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, professeur Raj. Je me permets de vous interrompre parce que, il y a des prévisions et pour les recettes qui sont qui sont en deçà de ces prévisions. On parle d'un taux de réalisation de 115% des prévisions de la loi de finances déjà précédente, à cause justement d'une hausse conséquente et considérable des ressources globales de l'État, donc des recettes fiscales. Donc cela amortit ceci, ou en tout cas peut-être ces recettes fiscales viennent amortir ces prévisions macroéconomiques qui n'étaient pas réelles, en tout cas pour 2022 et 2023. Oui, en général, le gouvernement préfère ne pas s'afficher ni afficher son optimisme concernant ce point, parce qu'il sait pertinemment, et c'est valable dans tous les pays du monde, qui font appel à la taxation de la consommation. Donc, comme la consommation a enregistré au niveau des prix une augmentation très sensible, certains produits ont vu une augmentation de 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc, ça a permis de générer des recettes supplémentaires en matière de TVA. Parce que lorsque vous analysez les différents comptes des impôts et taxes tels qu'ils sont programmés dans le budget d'État, au niveau de l'impôt sur les sociétés, il y a une petite baisse. Au niveau de l'impôt sur le revenu, il y a une légère augmentation de 2 points. Mais l'essentiel, ou bien le taux le plus élevé en matière d'augmentation de la recette fiscale par rapport aux prévisions, ça a été au niveau des impôts indirects, essentiellement en matière de TVA. Donc la TVA est un impôt qui profite de la hausse des prix et contribue à l'augmentation, bien sûr, des prix.
Et par voie de conséquence, la TVA alimente la TVA. C'est la fameuse spirale, fameuse spirale de l'inflation. Bien sûr, lorsque vous prenez l'année dernière, la plus-value fiscale en matière de TVA, et je ne garde plus en mémoire l'autre impôt, ça a fait 36 milliards, ce qui avait permis de financer les 2 rallonges budgétaires de 12 milliards de dirhams chacune. Et cette année, les chiffres de l'année du mois d'avril permettent tout simplement au budget de l'État de générer des recettes supplémentaires par rapport aux prévisions. Je pense, à défaut de versement de dividendes des différents établissements publics, d'ailleurs, je ne m'attends pas personnellement à une augmentation très sensible parce que l'essentiel, ou bien le pourvoyeur essentiel, c'était l'OCP, et l'OCP a déjà versé sa contribution de plus de 8 milliards. Donc, je pense que les 10 milliards vont être financés en grande partie grâce à la plus-value fiscale enregistrée en matière de TVA. Même si le gouvernement, malheureusement, n'ose pas communiquer sur cette partie. C'est pour ça que je regrette vivement l'absence d'une loi de finances rectificative, parce que dans le cas d'une loi de finances rectificative, on reprend tout le budget, à la fois au niveau des équilibres, au niveau des indicateurs, mais également au niveau des ressources, au niveau des dépenses, ainsi que leur répartition. Maintenant, on est en présence d'un petit décret squelettique qui annonce l'intention, qui est louable, c'est pas un problème, mais qui empêche le gouvernement de venir négocier et discuter avec les parlementaires. Est-ce qu'il a peur d'une opposition? Et en fin de compte même, si cette opposition se veut négative, ce gouvernement dispose d'une majorité absolue au niveau de ce Parlement. Et ça aurait été une occasion d'or pour lui de communiquer davantage, parce que depuis un bon moment, on a un gouvernement qui communique mal, ou bien qui communique peu. Et les Marocains ont besoin d'éclairage, ont besoin d'informations. Et je pense qu'une loi de finances rectificative aurait été une occasion d'or pour ce gouvernement pour briller un petit peu à travers ses intentions et les mesures qu'il compte prendre, bien sûr à la suite de la loi de finances rectificative. Et en cas de besoin, on peut aller vers même une autre loi de finances rectificative, parce que nous vivons dans une conjoncture internationale où les aléas et les incertitudes règnent. Donc, on avait une sécheresse, c'est la 2e année de la sécheresse, mais le bon Dieu nous a bien arrosé la semaine dernière et je pense le dimanche dernier, à la fois en pluie et en neige. Donc, il y a un retour d'un certain optimisme. Maintenant, sur le plan international, le Maroc n'est pas la Corée du Nord. Il ne vit pas dans un cadre isolé. Il fait partie de ce monde, donc automatiquement, on va être impacté soit positivement, soit négativement en fonction de la conjoncture. Et en cas de besoin, le gouvernement doit venir devant le Parlement pour expliquer et exposer sa politique générale, ses politiques publiques, et puis, à travers le projet de budget qu'il présente, quels sont les outils qu'il compte mobiliser pour améliorer la situation du Maroc. D'autant plus en vivant dans un pays qui se veut libéral, mais en réalité, on a un État interventionniste. C'est l'État le principal. Alors, puisque vous parlez d'interventionnisme de l'État, enfin, mais en tout cas, est-ce que le gouvernement aujourd'hui, messieurs, je suis en compagnie d'économistes, mais aussi d'observateurs très pointus d'ailleurs, est-ce que l'État aujourd'hui, est-ce que l'exécutif a les moyens de ses ambitions? Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que nous sommes en mesure de faire face à la fragilité sociale? Est-ce que le budget qui était prévu pour la généralisation de la protection sociale, est-ce que les 50 milliards de dirhams sont toujours d'actualité ou ce chiffre est amené à durer? Autre question, où est le RSU? Professeur Arafi. S'il vous plaît, je pense qu'il faut situer la problématique, il faut recentrer la problématique. À mon avis, la problématique ne réside pas dans la procédure. Est-ce que la loi aura finance rectificative ou décret portant application de la loi d'habilitation? Parce qu'on a adopté une loi rectificative avant. En 2020. Et on n'a pas respecté la procédure. C'est-à-dire la procédure à travers laquelle on a voté la loi. Tout le monde sait que c'était une procédure qui était biaisée. On n'a pas respecté les délais, c'était à la hâte, etc. Oui, parce qu'il y avait urgence quand même. Mais c'est pas ça. Non, parce qu'il y a une loi, il y a une constitution qu'il faut respecter. Pour moi, le problème ne réside pas dans la procédure. Même si on fait des lois. Le problème, revenons à l'article 60, il y a une chose qui nous interpelle tous. Il dit,
en cas de situation impérieuse et de conditions imprévues et imprévisibles. Ce sont les cas dans lesquels le gouvernement pourrait recourir à des décrets pour avoir des crédits supplémentaires. Est-ce que c'est précisé de quelle nature? Voilà. Maintenant, nous sommes devant une équation mathématique sans démonstration. Oui, le caractère imprévisible et imprévu dans le partage de 10 milliards. Et voilà, la guerre en Ukraine a fait partie de... Non, mais elle était là avant. Non. Écoutez, dites-moi quelle hypothèse et quelles conditions, où est la situation impérieuse? Injecter 1,2 milliard, c'est une situation impérieuse pour le tourisme? Le tourisme. Le tourisme. Vous êtes ça fait 10 ans que vous êtes en train de réfléchir sur les sociétés régionales multiservices qui vont faire éteindre l'ONE. La loi a été votée. La loi a été votée. Vous avez toutes les données. Où est l'imprévisibilité? Il fallait le faire dans le projet de loi de finances, pas avec un décret d'application. Et moi je ne comprends pas comment vous êtes en train de préparer la disparition d'une institution et vous êtes en train de lui injecter. Vous préparez le terrain pour le futur délégataire? Moi, je veux... Est-ce qu'il y a un problème de stress hydrique? Je pose des questions. Non, moi aussi, je pose des questions. Voilà. Est-ce qu'il y a un problème de stress hydrique? Effectivement, c'est pour ça qu'on aide aujourd'hui, l'intelligence, ce n'est pas de trouver des solutions. C'est de reformuler le problème et de poser de bonnes questions. C'est ça l'intelligence aujourd'hui. Mais les solutions, ils vont être résolues demain par l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, la véritable intelligence, c'est de poser les bonnes questions. Et je pense aujourd'hui, quand on a des situations impérieuses, imprévues et imprévisibles, il faut dire, est-ce que si j'étais parlementaire, j'aurais pu demander à monsieur le ministre des Finances ou monsieur le ministre délégué où est la situation impérieuse dans les mesures que vous voulez financer. Pour financer l'ONE, oui, le caractère imprévu et imprévisible. Le stress hydrique. Non, c'est l'ONE, parce que c'est pas question de stress. Le stress hydrique ne date pas d'aujourd'hui. Non, je le lis avec la loi de finances. Oui. Je le lis avec... Parce que quand on a adopté la loi de finances, ça fait 4 mois, 5 mois. Donc, il n'y a pas quelque chose d'imprévu et d'imprévisibilité dans les 3 mesures qui ont été adoptées. Que ce soit pour faire une surdotation pour l'ONE, ou pour le tourisme, ou pour le pouvoir d'achat. Par le pouvoir d'achat, vous avez déjà un budget de charges communes. Et vous connaissez la situation. Donc, la question pour moi, elle est là. Sinon, on est en train de donner un chèque sur blanc au gouvernement chaque fois qu'il aura besoin de l'argent. Alors, la question de ressources, le fait d'avoir des sources, supposons que le gouvernement, même on n'a pas, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une logique de solde de trésorerie, pas dans le solde budgétaire. Oui. On ne peut pas connaître le solde budgétaire, nous sommes dans une logique de solde de trésorerie. Aujourd'hui, même si vous avez des ressources supplémentaires, vous avez pu générer des ressources supplémentaires par rapport aux provisions en termes de TVA, vous avez des dettes à payer. Vous avez un déficit qu'il faut y faire face. C'est pas l'appel de... C'est comme quelqu'un qui est endetté et lorsqu'il a une petite somme d'argent, il pense à acheter d'autres trucs. Non, il y a des priorités. Je me souviens d'ailleurs. Le gouvernement parle donc aujourd'hui, macroéconomique, le déficit. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de 10 milliards, c'est le 1/3 de notre déficit. À mon avis, le gouvernement, il doit penser d'abord à dire que si j'ai des ressources supplémentaires, il faut abaisser le déficit budgétaire. Parce que le déficit budgétaire, il a un lien avec le déficit de ce qu'on appelle polysémie et le déficit jumeau avec la balance commerciale, etc., etc. Et donc, à mon avis, le fait acceptant que le gouvernement a un pronostic optimiste qu'il a des ressources supplémentaires, cela ne lui donne pas une carte blanche de penser à créer d'autres charges publiques. Est-ce que ça veut dire que, effectivement, le poids de la dette ne bouge pas, mais risque aussi de s'alourdir? Maintenant, étant donné que le gouvernement pense à augmenter les charges publiques, on reste toujours dans le marasme du déficit budgétaire cyclique. Ça va bouger. Donc aujourd'hui, je pense que le vrai débat devrait être au niveau de la loi de règlement. Pas dans le projet de loi. Malheureusement, dans les débats sur les finances publiques sont centrés sur les prévisions, pas sur les réalisations. Et ça, je pense, et je profite de la présence d'un grand monsieur dans le monde des médiatiques, et vous aussi, pour jeter l'éclairage sur la loi organique du c'est le moment où le gouvernement doit rendre compte. Et c'est le moment où on devrait
Demander au gouvernement. Est-ce que c'est au Parlement? Voilà, ça se fait, il y a le C'est grand le Parlement, oral je parle pas. mensuel Mais il faut qu'il soit... du chef du gouvernement qui est écouté vous savez que... Oui, entendu et même interpellé par nos parlementaires. Le problème qu'on a au Maroc en termes de finances respectée. publiques, on a deux extrémités de spectre. Soit qu'on discute les finances publiques d'une manière très experte, très techniciste, qui n'est pas accessible au commun du mortel. Il devient l'apanage exclusif des initiés, soit les experts du ministère des Finances ou nous, les professeurs, etc. Il n'est pas un débat public. Soit qu'on traite les finances publiques avec un simplisme qui ne sert à rien. Maintenant, je pense que, et ça, ce sont parmi les raisons que je réponds très favorablement, avec beaucoup d'enthousiasme, à participer à vos émissions, parce que je les considère comme des moments de pédagogie afin de simplifier le complexe et afin de dire aux gens, attention, et la grande population qui sont parce que nous sommes un État fiscaliste. Plus que 86%. Et justement, 2023 était censé être l'année de la consécration de la réforme fiscale. Où en est-on de cette réforme fiscale? 86% de notre budget est financé par le contribuable. Alors le contribuable, il ne sait même pas comment il est géré son budget. Oui. Donc il faut changer la centralité. Il faut changer l'approche. Sachant que quasiment la moitié de l'économie ne paye pas d'impôts. Et faire des finances publiques et de la gestion budgétaire un débat public, pas un débat d'élitiste. Ouais, alhamdoulilah, nous... on met notre petit grain de sel dans ce débat public mais je pense, ce que nous sommes en train de vivre avec l'article 60, c'est le même cas pour le cas des décrets d'avance. Les décrets d'avance, on a toujours oublié à la Constitution les crédits nécessaires. Et ce qui s'est passé avant, avec les crédits d'avance, c'est que le gouvernement, il vient avec une loi de finances bis. Non, il faut mettre une nomenclature qui définit quels sont les crédits nécessaires. Et l'on est de même. Première question à laquelle le gouvernement doit répondre, donnez-nous les critères du caractère imprévisible, imprévu, qui vont légitimer la prise de décision. Malheureusement, c'est pas défaut de tenter d'avoir que quelqu'un du ministère des Finances soit parmi nous pour qu'il nous réponde à cette question. Et je m'en cache pas, c'est pas à défaut d'avoir tenté d'avoir des membres du gouvernement sur ce plateau, mais nos demandes, pas pour cette émission. Nous aussi, on a besoin de comprendre. Nos demandes sont restées sans réponse. Rachida Chachi, alors j'ai posé une question qui est quand même restée sans réponse, mais effectivement votre remarque était très pertinente et importante à soulever. Mais ma question qui se pose, parce qu'on parle d'un État social, est-ce que le gouvernement peut tenir sa promesse? Rachida Chachi. Compte tenu de ce contexte national difficile à cause de la sécheresse, l'inflation, de ce contexte international encore plus difficile. Donc, et là, il y a un échéancier, il y a des promesses qui ont été faites. J'ai envie de répondre oui, mais malheureusement c'est non, pour des raisons très factuelles. C'est que, premièrement, effectivement, on parle d'un État fiscaliste, puisque la majorité des recettes viennent des impôts. Et tout à l'heure, j'ai évoqué que environ 40% de l'économie, selon des estimations, ne paye pas du tout d'impôts. C'est l'informel. À part la TVA quand ils achètent leurs biens de consommation. En tant qu'individu. Mais en tant que producteur et employeur, ils ne payent pas. Et qu'environ 70% jusqu'à même 80% de l'emploi, c'est dans l'informel. Je n'avais même pas dit hier, il n'y a pas de cotisation de la CNSS, même si ça va changer peut-être un petit peu. Et donc, au fait, le fisc s'acharne sur ceux qui payent déjà, afin qu'ils payent davantage. Et notamment la logique de la TVA qu'avait évoquée Servache, qui ne va pas faire long feu pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, plus les prix augmentent, plus ce que rapporte la TVA augmente en valeur nominale, c'est-à-dire en quantité de dirhams. Mais du fait que cette TVA a augmenté en raison de l'inflation fait que chacun de ces dirhams vaut moins. Et donc, en fait, c'est effectivement le serpent qui se mord. On gagne plus de dirhams pour l'État, mais ces dirhams valent de moins en moins à cause de l'inflation qui grignote le pouvoir d'achat. Donc, c'est du court-termisme, où effectivement l'État profite de l'inflation pour augmenter les recettes, mais également pour alléger le poids réel de la dette, notamment la dette intérieure en dirhams. Et tout à l'heure, j'évoquais la question de la dette qui va bouger et qui va réduire les ambitions sociales du Maroc, en tout cas pour les 2 prochaines années, après on verra. C'est que le Maroc va être confronté à une double problématique du point de vue de la dette. Premièrement, l'international, c'est que durant la dernière décennie, ou même durant les dernières années, disons, le Maroc a profité de la baisse graduelle et continue des taux directeurs au niveau de l'Union européenne, au niveau des États-Unis et au niveau des principales banques mondiales. Depuis la crise de 2007-2008, puis le Covid a accéléré cette baisse avec cette politique de taux zéro nominal, mais qui était même des taux négatifs.
C'est-à-dire que les taux nominaux étaient inférieurs à l'inflation. Donc on prêtait à perte, en réalité. Et donc le Maroc en a profité pour contracter des dettes à l'international afin de reconvertir les anciennes dettes qui étaient à des taux élevés en nouvelles dettes à des taux plus faibles. Mais aujourd'hui, avec la hausse graduelle des taux directeurs, décidée par la Fed en premier, puis par la BCE, puis par le Banque Maghreb en interne, le Maroc n'aura plus cette aubaine dont il a profité pendant des années pour emprunter à faible coût. Donc désormais, il empruntera des coûts supérieurs à ceux auxquels il empruntait les années précédentes, ce qui va se répercuter sur nos réserves de change, ce qui va se répercuter sur le service de la dette et la charge de la dette au niveau du budget. Et en interne, il y a une autre problématique, c'est que le Trésor a de plus en plus de mal à trouver acheteurs pour les bons du Trésor. Il a de plus de mal à lever des fonds, tout simplement parce que d'où l'intervention de Banque Maghreb il y a quelques mois. Oui, mais là, c'est problématique. Alors, déjà parce que les taux proposés... Rapidement, le taux proposé n'est pas intéressant pour les acheteurs. Et puis, deuxièmement, le danger, je mets en perspective la rallonge budgétaire avec ce que fait Banque Maghreb. Les deux trahissent l'esprit du plan d'ajustement structurel et des réformes qui ont été menées depuis. Parce que l'idée de l'indépendance de Banque Maghreb, c'était d'empêcher le gouvernement d'avoir une planche à billets pour financer des projets en dehors du cadre qui était évalué et donc de générer de l'inflation. Et bien aujourd'hui, il peut profiter de deux planches à billets. Il peut profiter de la planche à billets Banque Maghreb qui rachète les bons du Trésor sur le marché secondaire, c'est-à-dire qui prête à l'État à travers une médiation, et sur une autre planche à billets qui est la rallonge budgétaire. Parce qu'effectivement, ça a été évoqué, je suis parfaitement d'accord, la clarté de la loi, qui est l'un des fondements de la loi, n'est pas présente. Condition impérieuse, effectivement, ça veut dire quoi ? Si ce n'est pas clarifié du point de vue de la loi, ça veut dire que c'est laissé à la subjectivité politique du gouvernement. Et dans ce schéma, tout peut être impérieux. Même une augmentation des salaires peut être impérieuse, etc. Et donc c'est génial, un gouvernement a deux planches à billets. Mais le prix à payer, c'est effectivement une aggravation de l'endettement du Maroc. Et deuxièmement, le fait de nourrir l'inflation par ces injections budgétaires qui ne correspondent pas à une création de valeur ajoutée de l'autre côté. Absolument. C'est cela. Cercle vertueux ou vicieux. Rachida Hachachi, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de questions d'actu. Professeur Arafi, pas de mots à ajouter sur les excellentes questions que vous avez soulevées, qui sont d'actualité, justement. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous également, professeur Raj. Merci pour vos éclairages. Et merci à vous pour votre fidélité à l'émission. Très bonne soirée.